Je suis comme si j'avais préparé un repas et on attend les invités, tout est prêt. Et en me disant: «Bon, ça va, il manque pas un verre, une fourchette, là, il manque pas un caillou, un vitrail, tout va bien, une prise de courant», voilà. Vous êtes l'amphitryon parfait. Et je sais pas, mais ça je suis un peu dans cet état d'esprit et j'espère que je vais voir dans leurs yeux ce que moi j'ai dans les yeux, c'est: «Ah, qu'est-ce que c'est beau!» Et je dis pas: «Ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est moi qui l'ai fait», je dis: «Qu'est-ce qu'elle est belle!» et Mais vous êtes amoureux, hein? ah oui, complètement, oui. Ah non, ça se voit, c'est horrible. Mais Non, ça non, mais se c'est voit, vrai, mais oui. tant mieux. On n'aurait pas voulu confier cette dame à quelqu'un qui ne l'aime pas parfaitement. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Je vous le rappelle, comme je le fais chaque semaine, que si vous aimez, vous pouvez liker en bon français, sinon encore mieux vous abonner. Avec moi, l'homme de l'heure, alors que nous sommes à quelques jours, quelques heures peut-être, de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Philippe Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Je vois les bras croisés sagement en train de décompresser peut-être après une longue journée sur le chantier. Je précise que vous êtes l'architecte en chef des monuments historiques au chevet de la Grande Dame depuis le 15 avril 2019. Vous avez déjà dit de cette cathédrale, bien avant qu'elle brûle, qu'elle était vos tripes, votre squelette. Vous êtes fusionnel avec cette Grande Dame. Oui, complètement. C'est une dame, une grande dame, c'est pour être ma grand-mère vu son âge, mais Arrière-grand-mère même. Oh oui, on peut y aller. Non, c'est vraiment un édifice qui me fascine, qui me surprend, même tous les jours. Vous voyez, ça fait 5 ans que j'y suis quasiment tous les jours et elle n'arrête pas de me surprendre, de m'émerveiller, de me donner des cadeaux, elle est extraordinaire et puis, elle m'a offert, la possibilité, de connaître la musique, l'orgue. Là, elle me donne la possibilité de rencontrer, de fabriquer une famille avec des compagnons dans tous les domaines. Donc c'est vraiment... Et elle m'a donné aussi, alors là, cadeau final, une raison de vivre. Donc, Une voilà. raison de vivre. Ben oui, enfin, raison d'être. Ça, je sais pourquoi je suis sur Terre. Vous l'avez d'ailleurs dans la peau, hein? Oui, Ça a été beaucoup dit et écrit que, mais pas montré. mais littéralement, vous Oui, êtes oui. tatoué. Oui, de partout. Enfin, De- pas de partout, j'ai le bras gauche complètement tatoué. Et c'est la flèche? Ah bah oui, vous voyez, elle est là, la flèche. Elle est ici, et puis il y a le coq. Enfin, ça continue, il y a plein de choses. Tout ce que j'aime dans Notre-Dame est là-dessus. J'ai les grandes orgues, j'ai une partition d'un musicien de Notre-Dame, de Louis Vierne. J'ai de Chimère, j'ai la Vierge à l'Enfant, j'ai le plan de la cathédrale qui rejoint le tatouage de la Rose Ouest. Enfin bon, non, mais sur une plage, ça peut faire chic, mais sur un autre corps, ça serait encore mieux. Ben, vous pourriez l'admirer déjà sur un autre corps. Oui, déjà, oui. Peut-être que je trouvais ça affreux, mais déjà le matin dans la glace, bon, des fois je me dis j'aurais pas dû, mais enfin bon. En arrivant il y a quelques minutes, parce qu'on doit dire que nous sommes aujourd'hui jeudi, à une semaine, 9 jours de la réouverture officielle. Demain, vous aurez le président de la République qui viendra, le grand patron qui viendra inspecter les lieux. Et vous me disiez, il y a comme un premier postpartum qui Ah bah, est j'en ai déjà ressenti. eu un. Il y a une quinzaine de jours, et puis j'en ai eu un vendredi dernier. Tout ça, c'était les commissions de sécurité qui autorisent ou non l'ouverture du monument au public. Alors vous pensez bien que il fallait absolument que ce soit nickel, parce que vous imaginez si on nous dit non à une semaine ou 15 jours de l'ouverture, c'est un peu panique à bord. Et là, non, ça s'est bien passé. Donc, gros soulagement. Il n'y a pas que moi qui l'ai eu d'ailleurs. C'était très drôle. On avait tous les gens de l'agence qui se sont décompressés En même temps. dans l'agence. Tout le monde était... Alors, s'il avait fallu qu'on vous dise non, ce n'est pas nickel, qui aurait levé le téléphone pour appeler l'Élysée et dire à M. Macron? Oh, pas moi. Moi, je n'ai pas le téléphone de M. Macron. Non, chacun Désolé, président, mais on ne sera pas là. Et puis certains auraient dit, oui, c'est à cause de l'architecte, c'est pas nous. Mais voilà, celui qui appellerait l'Élysée. Comme on a dit à une époque, il y a 5 ans, en fait, que c'était à cause de l'architecte qu'il y avait eu un incendie. Alors, je veux bien donner des noms, si vous voulez. Oh non, je les cherche pas, mais je me rappelle très, très bien. Ça me ferait très plaisir de nommer un certain historien qui s'est permis
de dire 2 jours après, enfin d'écrire 2 jours après, que par décence, l'architecte en chef aurait dû démissionner de sa fonction. Ensuite, il a réitéré ça en plateau télévision, entouré de gens qui étaient du même avis que lui. J'ai d'ailleurs engueulé le journaliste en lui disant que je pensais qu'il fallait plutôt mettre des gens contradictoires face à face pour pouvoir, équilibrer le débat, c'était pas le cas. Et puis, voilà, alors ça fait jamais plaisir, surtout quand on n'imagine pas ce que moi j'ai pu vivre, à ce moment-là. Et Parce que vous étiez, pour ceux qui ne le sauraient pas, un peu le gardien de cette grande dame depuis 2013, travaillant à sa réfection. oui, alors faire attention parce qu'en France c'est très compliqué. Il y a les architectes en chef des monuments historiques qui s'occupent des travaux de restauration. Puis il y a l'architecte des bâtiments de France qui est celui qui s'occupe de l'entretien, qui vérifie des tas de choses, etc. Donc, avant qu'il soit fait la preuve que ce soit le chantier qui ait mis le feu, ce qu'on n'a encore toujours pas démontré, qu'on démontrera peut-être un jour, qu'on démontrera peut-être jamais, on se tait. Et je reproche à tous ces pseudo-moralistes en mal d'existence et qui n'existent que quand il y a un micro, d'avoir même pas respecté, je vais pas dire la présomption d'innocence parce que là on n'en est quand même pas là, mais je sais pas, un minimum de décence pour le coup. Donc ça, je leur pardonnerai vraiment pas. Mais j'ai quand même été charitable, j'ai pas donné le nom d'Alexandre Gady jusque-là, donc je l'ai donné. Ah, vous êtes en postpartum. Dites-vous que c'est des C'est circonstances pour ça, atténuantes. Voilà. atténuante, oui. Justement, est-ce que vous mettez la table le 19 avril, c'est bien ça? 2019? 15. 15 avril, Ah oui. pardon. Vous arrivez alors que c'est plutôt fait. C'est fini, quasiment. Il y avait la voûte de la croisée du transept qui n'était pas encore tombée, mais vu sa couleur et vu ce qui tombait par l'oculus, je me suis dit, elle va pas passer la nuit. Et Vous elle a vous pas passé souvenez la de nuit. l'état dans lequel vous êtes? Parce qu'on reviendra plus tard sur les liens Bah, que vous avez avec cette très belle cathédrale. j'étais haletant, comme si j'avais couru un marathon pour vite, 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 vite arriver. Et je pouvais pas aller plus vite que le train. Et j'ai foncé, quoi. J'étais avec des gens qui m'ont déposé en taxi. À un moment, on pouvait plus avancer. Je suis sorti, j'ai marché. Curieusement, j'arrive devant un agent de police qui était devant un rubalise et qui je dis: «Bonjour monsieur, je suis l'architecte de Notre-Dame. Il faut absolument que je passe là-dessus». Il m'a même pas demandé mes papiers ni rien du tout. Il a soulevé la rubalise et je suis passé. Donc je me suis dit: «Bah, dis donc, si c'est aussi bien fait la sécurité». Mais ça devait être un miracle. Peut-être que là-haut, on a dit: «Vas-y, vas-y, vas-y, tout va s'ouvrir vers toi». Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis bizarrement, je savais pas ce que j'avais à faire. Il y avait plein de pompiers, et évidemment, il y avait du monde, il y avait le préfet, il y avait, j'ai vu qu'il y avait, Emmanuel Macron, qu'il y avait tous ces gens-là, mais je me suis pas, manifesté. Je suis resté très en retrait. En deuil? Non, 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 j'ai regardé, je savais pas trop, ce que je pouvais faire, tout en sachant que j'étais impuissant, donc j'ai laissé faire ceux qui savent. Hem mais je crois que c'est à ce moment-là, déjà, que j'ai pris conscience que j'aurais un rôle à faire. En pensant pas donc une seule seconde à démissionner, ça m'a même pas traversé l'esprit, c'était au contraire sauver la cathédrale. Et là, hem tout ce que j'avais traversé dans ma vie, depuis le début, ma première boîte de Lego et tout ça, j'ai compris, ou si je ne l'ai pas compris, mais postérieurement, j'ai compris que ça s'était rassemblé pour que je sois l'homme qui ferait ce chantier. Alors, je vous cite parce que vous parlez de votre destin, Mmh. qui est absolument lié à celui de Notre-Dame. Et Mmh. vous dites, tout est écrit, c'est simplement le moyen d'y arriver Mmh. qui nous est laissé à discrétion. Et Mmh. c'était en 2019, je pense que vous déclarez ça, ou 2020. Moi, je le dis toujours. Alors donc, c'était aujourd'hui et toujours. Ouais. Il y a quelque chose comme une... Une prédestinée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on raconte pas sa vie, on n'a pas l'habitude, ou alors on a des choses intéressantes à dire et on commence à écrire. Quand on fait des autobiographies, je sais pas quoi, moi c'est pas un exercice auquel j'ai pensé. Et c'est en répondant aux questions des journalistes
que j'ai fini par leur raconter un peu les différentes étapes de ma vie, que je me suis rendu compte, au bout de 3-4 fois, que c'est quand même assez étrange parce que ça commence à 4 ans avec une boîte de Lego, ensuite avec Une maquette, des disques, pas encore, avec des disques de Pierre Cochereau, donc déjà la musique, l'organiste. l'organiste de Notre-Dame. Ensuite, des vieux livres de mon grand-père sur les cathédrales. Ensuite, j'ai eu un livre sur Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Ensuite, ça, j'arrive vers les 7 ans, 6-7 ans. Ensuite, je vais à Notre-Dame avec mes parents parce que je voulais entendre Cochereau en vrai. Et alors là, ça a été boum, je suis rentré dans la cathédrale. Et le mélange musique et architecture, il est né à ce moment-là. C'est une épiphanie, ce jour où vous entrez pour la première Bah, fois? probablement, probablement. Mais ça a continué. Je voulais être architecte avec ma boîte de Lego, donc dès que j'avais 5-6 ans, je voulais être architecte. Mais je pensais pas du tout qu'on pouvait travailler sur des cathédrales. Dans les livres de mon grand-père, on voyait, c'était avant la guerre, c'était des livres de fin 19e, début 20e. Vous aviez déjà des photos, mais vous aviez aussi des gravures. Et je me souviens de la cathédrale de Rouen qui m'époustouflait. Je voyais une flèche incroyable, des clochetons partout, etc. Sauf qu'entre-temps, il y avait eu la guerre de 40. Et quand j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien qu'on aille à Rouen, bon, ça tombait bien, on avait de la famille qui était par là. On est allé voir la cathédrale. Et là, ma déception la plus absolue, j'ai vu une cathédrale avec plus de clochetons du tout. La tour Saint-Romain à gauche, il y avait plus de toiture. Les vitraux, on les voyait plus. Il y avait des planches en bois devant. Enfin bref, j'ai vu ça. J'ai dit mais c'est quoi ça? Et c'est là que j'ai compris qu'un monument, ça pouvait être détruit, donc ça devait se réparer. Y compris Notre-Dame en d'autres temps. Alors, pareil. Mais Notre-Dame, elle a toujours été épargnée par les guerres et les batailles. Elle a eu la Révolution, c'est tout. Et donc, là, je commence à me dire: «Ah bon, comment ça se fait? Comment on fait?» Mais, je voulais toujours être architecte. Et puis, à un moment donné, j'avais 16 ans, il y a eu le centenaire de la mort de Viollet-le-Duc, 1879, donc 1979, une Où il est exposition réhabilité d'une certaine façon. complètement. Mais moi, je savais pas d'abord qu'on lui crachait dessus. C'est après que j'ai compris que c'était lui sur lequel on crachait dessus quand je visitais Notre-Dame. Oui, mais ça, c'est Viollet-le-Duc. Le nom, j'aimais bien déjà. Mais alors, on le disait des horreurs sur lui dans les années 60-70, quoi. Et là, je vois le génie qu'était Viollet-le-Duc, je vois le talent de dessinateur, et je vois le nom, pas le sien, mais d'autres après lui, architecte en chef des monuments historiques. Et j'ai dit: «C'est quoi ça?» «Mais c'est ce qu'ils font, mais c'est ce que je veux». Et donc, j'ai su que je voulais être architecte en chef. Donc il fallait que je sois architecte, après que je fasse l'école de Chaillot, qui formait les architectes en chef et les architectes des bâtiments de France à l'époque. Et ensuite, il fallait que je passe un concours pour devenir en chef. Et alors j'ai fait tout, comme ça, les étapes. Alors à l'issue de l'expo, de Viollet-le-Duc, il y avait des maquettes qui traînaient. Je faisais déjà des Legos, et puis je continuais à faire des Legos, hein. À 16 ans, je jouais encore, mais je faisais autre chose. Je rajoutais des tas de matériaux, tout ce que vous voulez. Et là, je rentre chez moi, je dis: «Je vais faire une maquette de Notre-Dame». Et parce que j'en avais vu, Notre-Dame. Et comme j'allais tous les dimanches à Notre-Dame écouter Pierre Cochereau ou d'autres organismes, j'enregistrais tout, moi, sur mon petit Walkman. Oui, parce que vous faisiez, dites-vous, de cette maquette un son, lumière et en odorama aussi, parce qu'il y avait L'odeur, oui. l'encens. Oui, il y avait l'odeur. Et alors, les dimanches ordinaires, c'est du papier d'Arménie, et les jours de fête, c'était de l'encens, oui. Avec du son enregistré à Notre-Dame. Que j'enregistrais en concert à Notre-Dame. Donc, la voisine, là, qui avait son parapluie qui tombait, m'exaspérait, comme c'est pas permis, ou celui qui toussait, là, m'énervait au possible. Mais je rentrais avec ça, et après, pouf, je mettais ça dans ma cathédrale, ma petite lumière, un peu d'encens, et youpi, j'étais dans ma cathédrale, la mienne. D'où cette idée du destin. Ah oui, et alors en plus après c'est pire, c'est que bon, je rate mon bac à cause de cette maquette, parce que Que, je faisais croire à ma mère que je révisais. Non, je découpais des petits machins là, comme ça, et puis après, comme ça, je me relevais en disant: «Oui, ça va, les maths avancent». Et puis en fait, je l'ai repassé, et après je suis rentré en archi. Là, j'étais heureux comme un poisson de l'eau. Les plus belles années de ma vie, c'était quand j'étais étudiant en archi, parce que je découvrais que j'étais vraiment fait pour ce truc-là. Et puis après, j'ai commencé à rentrer un peu dans le milieu des monuments historiques, en allant faire des stages chez des architectes en chef. Ensuite, j'ai fait Chaillot, bon, très bien. Ensuite, il y a eu un concours, je l'ai raté parce que quelqu'un me supportait pas, mais bon, pas grave. Je l'ai repassé. pouvez-vous être insupportable, Philippe Villeneuve? Ouais, sans doute. Et d'ailleurs, je cultive un peu cet art d'être insupportable, parce qu'autrement, c'est pas drôle. Alors, en 50 chantiers, est-ce que vous avez eu quelques engueulades? Ah pas que. Oui, j'en ai eu plein, oui, bien sûr. Non, mais j'avais toutes les raisons d'être insupportable à Notre-Dame, parce que j'avais un délai à tenir.
Je savais exactement ce qu'il fallait faire. J'étais bien soutenu par les entreprises et l'agence et il fallait que ça avance. Et quand il y en avait qui suivaient pas le rythme ou qui disaient c'est pas parce que l'architecte en chef a des lubies qu'il faut dire oui à tout, alors qu'il s'agissait quand même juste de faire un parapluie pour protéger les voûtes. Alors appeler ça des lubies, je me suis dit celui-là il a rien à faire ici, il faut qu'il dégage. J'ai eu sa peau. Le général gueulait, mais moi aussi. Donc, Oui, parce que vous aviez à vos côtés un général. ouais, c'était marrant d'ailleurs. C'était drôle parce Ben, que c'est un peu la guerre. Quand on doit refaire non, Notre-Dame en 5 ans, c'est oui, un plan de bataille. j'ai fini par lui dire, vous savez, Notre-Dame, il y a 2 généraux, il y a vous puis il y a moi. Et un jour, je lui ai dit, moi, les miens sont en ordre de bataille, les vôtres, c'est encore des cantinières. Donc, vous voyez, mais c'était drôle. Je peux imaginer, Et oui. un jour, je sais plus, je dis encore une blague comme d'habitude. Il me dit, il y a vraiment qu'à vous, j'ai permis qu'on me parle comme ça. Puis je lui réponds, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et à chaque fois, c'était des petits duels, mais affectueux. On s'aimait en fait beaucoup. Et Mais parce que vous aviez une cause commune aussi. il y avait Ça cause aide beaucoup. commune, et puis le personnage, il était, j'ai envie de dire, attendrissant parfois. Bon, c'est bizarre quand on voit le monsieur qui arrivait comme ça. Il avait des petits côtés attendrissants parce que c'était quand même pas son domaine, l'architecture. Lui, c'était plutôt les obus, les chars d'assaut. Moi, c'était la dentelle et les réseaux de pierre. Donc, évidemment, il pouvait y avoir un peu de différence. Mais il y avait quand même de la grosse structure. Donc, puis j'avais des troupes, il avait les siennes. Et il avait cette espèce de, parfois, de candeur, d'humilité, de reconnaître que bon, ben là, il connaissait pas trop. Il fallait que je lui donne des cours rapides pour qu'ensuite, quand il passait à la télé, il puisse se dire voilà, il y a tant d'arc-boutants, les pinacles et les machins, mais la veille, il savait pas ce que c'était. Et puis, il provoquait, alors moi aussi, donc c'était marrant, on se voyait tous les jeudis à l'Élysée. Et au départ, Tous les jeudis? ouais, quasiment. Et au départ, c'était sans doute pour m'impressionner, pour me mater. Il a eu du pain sur la planche et il n'a jamais réussi parce qu'en fait, ces déjeuners qui étaient faits pour ça, je les ai transformés en gentils déjeuners pour... Bon, certes, on abordait les problèmes, mais je pouvais sortir des bêtises, des horreurs et ça le faisait rire. C'était plutôt marrant et je finissais toujours par lui filer mon dessert. Et comme il était gourmand, ben, il Vous avez engouffrait. acheté le général J'ai avec vous, acheté le général avec mes gâteaux. avec les gâteaux. Est-ce que il arrivait à l'occasion que le président se mêle de vos déjeuners pour venir voir Jamais. si... Jamais? C'était à l'Élysée, certes, mais le président n'est jamais descendu. L'avez-vous senti ou son ombre au-dessus de votre épaule pendant ces 5 années? Oui et non. En fait, je n'étais concentré que sur la cathédrale. C'est-à-dire que j'avais vraiment le nez dans le chantier. De temps en temps, je ressortais parce qu'on m'en sortait, mais je n'ai pas fait attention à ça. Je savais par contre qu'il venait, je le voyais, puisque j'étais là quand il venait. Et ça démontrait qu'il était très très intéressé par le chantier, pour plein de raisons. Parmi ces raisons, selon vous? Bah, c'est son chantier. C'était son chantier présidentiel. C'est ses hein, grands ça. travaux à lui. Bah voilà, oui. Et en fait, quand il a dit je veux que ce soit fait en 5 ans et que j'ai dit oui, c'est possible, et bah, je me suis senti obligé de le tenir. Je me suis engagé. Et le jour où vous avez dit oui, disons ce soir-là, vous rentrez à la maison. Mmh. Alors, clairement, vous savez ce que vous faites. Clairement, vous connaissez le paysage. Mais est-ce que vous vous êtes dit... J'ai encore dit une connerie, j'aurais dû fermer ma gueule, comme m'a conseillé le ou général après. 6 ans, 7 ans, ça aurait été aussi pas mal. Ah bah oui, bien sûr, 1 an de plus, moi j'aurais pas craché dessus. Mais d'ailleurs, on a eu 6 mois de plus. Parce que le général, lui, c'est un général. On lui dit 5 ans, ça a cramé quand? Le 15 avril, donc ça sera le 15 avril 2024. Très rapidement, après le Covid, la tempête, la pollution, enfin les tempêtes, la pollution au plomb, le dispositif de sécurisation là qu'il fallait pour tout le monde, là, les douches, installer tout ça, les protocoles de plomb. Ça a grignoté du temps pour moi. Donc, j'ai progressivement amené le général à lui dire « Bon, vous arrêtez déjà de parler du 15 avril 2024, 25, 24, 24, oui. Nous sommes en 24. On est encore 24. Oh, vivement que ça cesse. Et progressivement, je l'ai amené à lui faire comprendre que de toute façon, techniquement, c'était pas possible. Et je lui ai dit « Bah écoutez, il me faudrait du temps. » Moi, je voulais que ce soit une date mariale, liée à Marie, Notre-Dame. Je trouvais bon. Alors, je dis avril, août, c'est pas intéressant, c'est pas assez. Donc j'ai poussé jusqu'en décembre, le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception.
Alors, j'aurais pu pousser jusqu'au 25 décembre. Après tout, elle est concernée aussi, la Vierge Marie. Donc, mais je me suis dit, on va quand même pas pousser, ça fait un peu mesquin. Donc j'ai dit, allez, le 8 décembre, c'est beau. Et ben voilà, on y est. On y est. Mmh. Et il est allé prêcher ça au président, et le président a dit oui. Prêcher est ici le bon mot. Vous disiez tout à l'heure que c'était quasi miraculeux quand on vous a laissé passer le jour de l'incendie. Vous avez la foi? Alors j'ai coutume de dire ça regarde personne parce que je suis fonctionnaire d'une république laïque et par conséquent ça concerne personne. Après je vais vous dire oui. Mais parce qu'il faut l'avoir un peu pour... Non, je pense pas. Je n'avais pas fini ma question. Oui, mais je vois venir. Non, c'était pas sur la conviction avec laquelle vous avez accepté la commande de livrer la cathédrale en 5 ans, mais plutôt il faut avoir la foi pour avoir cet amour démesuré pour Notre-Dame. Je vous dis non. Vous pouvez l'aimer juste pour l'architecture, pour la beauté gratuite qu'elle vous donne à chaque fois. Mais c'est davantage. Bon. Mais c'est vrai que moi, je vais vous rajouter un petit coup de mysticisme là-dessus parce que ça fait pas de mal et puis que j'y crois vraiment, oui. Parce que si je vous racontais tout... Allez-y. Un jour, j'ai dit au général, ayez pas peur, je suis déterminé, mais je suis Jeanne d'Arc. Je suis aussi déterminé qu'elle. Et alors, je finis par lui dire, bon, mais moi, c'est Jeanne d'Arc à l'envers. C'est-à-dire que mon bûcher, il a eu lieu le 15 avril. Maintenant, je dois bouter, non pas les Anglais, mais les cons, excusez-moi du mot, de mon chantier. Et pour le dernier point, niveau virginité, pucelle, je sais pas comment faire. Et là, il a éclaté de rire dans son bureau. C'est le genre de choses que je pouvais me permettre de dire quand même au général, qui était l'ancien chef d'état-major des armées, quoi. Mais ça m'a pas... Et buter les cons, on parle de qui? Bouter, c'est-à-dire chasser. J'ai compris buter. Alors je me dis, déjà, ça aurait été radical que de s'en débarrasser complètement. Ouais, non. Mais non, toute personne qui pouvait entraver mes choix, mes décisions, la bonne marche du chantier telle que je la concevais, et puis voilà. Mais donc, sont cons ceux qui se mettent en travers de votre chemin? En l'occurrence, à l'époque, je les considérais comme tels. Et à ce jour, vous les considérez toujours comme les cons qui vous ont empêché de faire ce que vous aviez à faire? Ou pas très longtemps sinon? Non, mais je m'attarde pas trop à ça, en fait. J'oublie. Mais, non, je pardonne, mais j'oublie rien. Mais non, mais oui, il y a des gens qui m'agacent, qui m'ont agacé, tout ça. Mais vous savez, passer 5 ans, moi je préfère passer 5 ans en paix, en sérénité, de manière constructive. C'est quand même compliqué, je sens. Alors si en plus vous rajoutez des conflits, des choses comme ça, c'est jamais très intéressant. Et des empêcheurs de construire en rond. Ouais. Mais ils n'étaient pas que sur le chantier, enfin ils étaient autour, il y en avait partout. Oui, il doit y avoir toute une galaxie de personnages. Oui. Sur un pareil projet, oui. Qui à défaut d'être pharaonique, ou même autour et présidentiel. Qui même autour du chantier, au-delà du chantier, c'était. Je le conçois parfaitement. J'ai eu pour moi l'impression que c'était aussi une symphonie du savoir-faire. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des talents, des artistes, des artisans, des gens qui savent faire. Or, l'époque ne valorise pas beaucoup le savoir-faire. Et c'est comme si, à l'occasion de la renaissance de Notre-Dame, on avait célébré cette intelligence oubliée. Absolument. Notre-Dame a été un lieu, un creuset, une famille, dans lequel compagnons, architectes, tous ceux qui sont dans l'acte de construire et surtout de restaurer, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais surtout, on a eu la chance, grâce d'ailleurs aux dons pharaonique, puisque vous employez ce mot-là tout à l'heure, on a eu 860 millions d'euros que vous ne dépenserez d'ailleurs pas totalement. Qu'on n'a pas dépensé complètement. Et donc ça, d'une part, quand vous avez un chantier, le souci majeur, bon, il y a le projet, tout ça, mais il y a aussi le financement. Comment on paye ce truc-là? Alors des fois, il y a des crédits, il faut diviser ça en tranches, il faut attendre que l'argent arrive. Bon, là, on l'avait, l'argent. Alors ça nous a permis, d'une part, d'être tranquille de ce côté-là. Ensuite, ça nous a aussi permis de passer un nombre de marchés très nombreux à de nombreuses entreprises et de qualité.
très qualifiés. Donc, on avait à Notre-Dame plein d'entreprises. On a dû passer, l'établissement public a dû passer 140 marchés ou je ne sais plus combien exactement, mais considérable pour un chantier. Et puis, on avait 2000 compagnons qui travaillaient. Donc, ça, on a pu se le faire parce qu'on s'est adressé à plusieurs. Si on avait dû faire ce chantier avec 2 entreprises et puis bon, non, on y serait encore. Et là, le budget nous a permis de prendre large. Et en même temps, ça a permis de régénérer les compagnons. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une famille avec des anciens, avec des moyens, puis des jeunes et des tout jeunes. Donc en fait, Il y a encore des jeunes et des tout jeunes qui ont cette passion. Ah oui, mais c'est extraordinaire. La moyenne d'âge du chantier, c'est 30 ans, quoi. Même pas 27, 26 ans, quoi. C'est très jeune. Et c'est comme ça que j'ai gardé mon esprit très jeune. Vous parlez des compagnons. Et peut-être que vous aurez pour moi une explication, parce que je me suis souvent posé la question de la sortie de terre de ces cathédrales avant que Viollet-le-Duc ne s'y attaque, avant que vous ne la reconstruisiez depuis 5 ans. Quand elles sont arrivées, ces cathédrales, à la fin du Moyen Âge, on pensait que nous avions oublié beaucoup de choses. L'architecture n'était pas particulièrement inspirée jusqu'à ce que ces cathédrales sortent de terre. Et je me suis toujours posé la question, vous parlez de compagnons, de ce qu'il y avait des savoirs et des techniques qui ont été entretenus quelque part sans qu'on le sache. Il y a une passation, mais il y a une passation de connaissances qui fait que soudainement, non? C'est pas soudain. Racontez-moi ça. Je vais vous raconter. Il était une fois une architecture romaine qui avait envahi partout, qui avait inventé le béton, qui faisait une architecture dont on orne encore pas mal de nos bâtiments. Donc avec un savoir-faire, pareil, des compagnons, des tailleurs de pierre, des charpentiers, que sais-je. Ça a pondu des choses comme le Colisée, vous voyez, ou des routes aussi, qui tiennent encore debout, des routes, des aqueducs, enfin voilà. Puis la civilisation, poum, elle tombe. Donc il y a des gens qui essayent de se glisser dans les toges, d'autres qui arrivent avec leur cuirasse et leur plume sur le chapeau, et ça a créé des espèces d'architecture un peu bancales, et puis mais on s'inspirait encore de ça. Ça a donné une architecture paléo-chrétienne, ça a donné une architecture carolingienne, voilà. Mais toujours avec l'esprit de rivaliser avec l'Empire romain disparu. Donc il fallait mettre des arcs en plein cintre, il fallait mettre des chapiteaux corinthiens qu'on savait plus trop comment faire, des mosaïques. Mais c'est cette idée justement de l'amnésie. Et tout ça, mais c'est pas de l'amnésie. En fait, il y a eu une perte de continuité de lignes, non pas du savoir, mais on savait quasiment plus à qui le donner. C'est qui maintenant Le passage du témoin ne se faisait pas. Alors ça se passait pas trop, voilà. Et puis après, il est revenu, il s'est régénéré. Il y a toujours tout d'un coup des périodes comme dans l'histoire, il y a eu des pestes, il y a eu des morts, et puis ça continue de passer. Là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours une continuité dans cette histoire. L'architecture, elle a toujours continué. Les Romains, puis ensuite il y a eu le roman, et puis ensuite il y a eu le gothique. Et du roman au gothique, il y a des essais. C'est-à-dire que la voûte en plein cintre d'abord, et puis ensuite la voûte d'arête, où on commence à se dire tiens, il faut qu'on ouvre les fenêtres. Donc un tube comme ça, c'est pas pratique. Il vaut mieux faire l'intersection d'un tube comme ça et un tube comme ça va nous permettre d'ouvrir. La nef et de chaque côté les fenêtres, mais qu'est-ce que ça pousse ce truc? Donc on a mis des gros contreforts. Donc déjà, paf, il y a la voûte qui pousse et on contribue avec des contreforts. Puis ensuite, on se dit, mais vraiment pas clair, ça va pas, oui, mais alors si on faisait ça, si on faisait ça. Puis d'un coup, il y en a un qui dit, ça étant, on monte, on s'élève. Alors on monte et en même temps, on se dit, mais bon, le plein cintre, ça a tendance à s'affaisser, puisque il y a un point le plus bas, enfin le plus haut, mais qui est le plus fragile. Il a tendance à faire ça. Pour éviter ça, on va remonter ça. Là, ça pourra plus. Donc là, c'est l'arc brisé qui arrive. Puis après, on se dit, oui, mais les arêtes en plein cintre, on va les faire en pierre, mais on va les faire comme ça aussi. Donc, pof, on commence à remplacer tout ça. Et là, vous avez le gothique qui commence à apparaître. Puis on se dit, mais c'est génial avec ça. Tout est reporté sur le mur, finalement, puisque ce sont les nervures et les arcs qui vont repousser qui vont rediriger les poussées juste à cet endroit-là. Mais là, ça sert plus à rien. On peut ouvrir. Donc, on a ouvert les fenêtres. Lumière. Et puis après, on se dit, le contrefort, ça va pas, puisque plus on monte, là, le contrefort, il va partir. Donc, l'arc-boutant.
Et voilà, vous avez votre cathédrale gothique qui arrive. C'est qu'une succession de choses. Notre-Dame de Paris, c'est un chef-d'œuvre à un moment donné, c'est toujours un chef-d'œuvre. Mais avant elle, il y a eu des tas d'essais. Il y a eu la basilique Saint-Denis qui a été faite 20 ans avant. Il y a eu la cathédrale de Sens qui a été bâtie également à la même époque. Vous avez Laon, vous avez Noyon, puis vous avez Notre-Dame qui arrive dans sa perfection. Pouf, c'est un truc avec des murs aussi fins, avec très fins, une portée de 12,50 m, une hauteur de 35 mètres, un arc-boutant qui est placé là, pas là, pas là, là. Vous dites, et après Notre-Dame a servi de modèle aux suivantes. Et c'est un enrichissement permanent. Bon, bah ça c'est l'architecture. Mais vous pensez qu'il y avait c'est les compagnons qui ont du savoir-faire qui a été protégé, que la mémoire a été protégée par ses compagnons? Tailler du caillou, on en a toujours eu besoin. Bon, alors, il y a eu quand même les invasions après l'Empire romain, oui, il y a une période un peu de chaos. Mais après, c'est remonté très rapidement par l'Église, avec les monastères, avec la réorganisation, on va dire, du tissu social urbain, etc. C'est le clergé qui l'a fait, avec ses diocèses, ses cathédrales, ses monastères. Ça a structuré. Et eux, c'était les cisterciens, c'est de l'architecture. Et les bénédictins, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et puis après, les seigneurs qui voulaient son château, sa tour, etc. Mais c'est tout cette espèce de volonté de monter, de grandir et de s'élever qui a fait que vos cathédrales sont sorties de terre. Elles sont littéralement sorties de terre. Ah oui, parce que les fondations descendent. Notre-Dame, je crois que ça doit être à 9 mètres de profondeur. 9 mètres de profondeur. Oui. 200 ans pour la construire, un peu moins, je pense. Un peu moins, mais il y avait une légende qui disait qu'en France, on dit on va pas mettre 107 ans pour faire ça. Et les 107 ans, ce seraient les années qu'il a fallu pour construire Notre-Dame. En fait, on ne sait jamais quand c'est fini, ces édifices. On sait quand ça commence, quand on a vaguement la date. On ne sait pas trop quand ça finit. D'ailleurs, une fois qu'on aura inauguré samedi et célébré la réouverture de Notre-Dame, il y aura des travaux qui continueront au printemps prochain. Ben oui, je vais continuer à faire ce qui était prévu avant l'incendie, c'est la restauration du chevet et la restauration de la sacristie. Et on le fait tout de suite dans la foulée, parce que comme on n'a pas dépensé la totalité des dons, et que tous les dons ont été faits pour Notre-Dame de Paris, la moindre des choses qu'on doit aux donateurs, c'est de les placer dans Notre-Dame, et donc dans la continuité du sauvetage de la cathédrale. Très bonne idée. C'est vrai que Notre-Dame, probablement autour de la Révolution, est menacée d'être abandonnée. C'est un chapitre de l'histoire, et j'ai découvert, en m'intéressant à vous, que Victor Hugo, pour beaucoup, a été l'avocat de... Oui. Je sais que vous avez raconté l'histoire, mais ça m'avait complètement échappé que cette grande dame, incontournable à Paris, puisse être ignorée et laissée à elle-même, justement pour ces cailloux qu'elle représentait. Mais en fait, l'architecture gothique, déjà rien que le mot est une insulte, parce que c'est Vasari, un architecte de la Renaissance italienne, qui a inventé ce mot. Lui, il était tellement... c'était normal, il était du pays romain, où il y avait encore des tas de vestiges. Alors lui, il voyait cette architecture comme ça, et les Goths ont envahi Rome en plus. Donc pour lui, c'était barbare, cette architecture, donc gothique. Donc c'est resté. En fait, moi, je préfère dire ogival, mais enfin bon, parce que justement, j'en ai marre des insultes. Et donc, il y a eu la Renaissance en France, bon, mais ça restait toujours gothique en France. On est toujours resté... d'ailleurs, ça s'appelait l'opus francigenum à la base. C'est l'art français, puisque l'art gothique, il est né en France, en Île-de-France. Il n'est pas né là, il est né de l'autre côté. Attendez, on est où? Non, il est né par là. Je ne sais plus où je suis. Si, là-bas. Enfin bref, du côté de Saint-Denis, donc au nord de Paris. Et c'est de là que le royaume de France, l'île de France, en fait, a commencé à essaimer partout. Donc, après, il y a eu la Renaissance, mais qui n'a pas réellement pris chez nous. Ensuite, on a eu le classique, le néoclassique, et vous avez le Panthéon, qu'on voit. Le Panthéon, là, on est à côté, le Sainte-Geneviève. Bon, ça ressemble, il y a une coupole, il y a un fronton, machin, très bien, c'est un temple romain, pouf. Mais quand on regarde il faut aller voir derrière le mur, à l'intérieur, il y a des arcs-boutants qui sont cachés derrière pour épauler. Ça, c'est encore les restes de l'architecture gothique. Donc, le vocabulaire, c'était plus celui-là. Et Notre-Dame, elle était pas vraiment en bon état, mais c'est tellement fragile. Vous avez des sculptures qui partaient en poussière, des gargouilles qui tombaient, vous avez des fuites partout. Donc, Monseigneur, le cardinal de Rohan,
au XVIIIe siècle, a fait appel à Beaufranc et ensuite à Soufflot pour refaire la voûte de la croisée qui tombait. Ensuite, ils ont étêté toutes les gargouilles, tous les pinacles, et puis ils ont mis des gouttières en plomb en passant partout. Bref, on a enlevé tout ce qui dépassait. Parce qu'on n'aimait pas le gothique, en fait. On n'aimait plus. Donc, des amours de l'architecture, et puis le monument était en mauvais état, c'est quand même fragile, une cathédrale. Donc, on s'est posé la question de savoir, ça vaut le coup de la garder. D'ailleurs, la flèche qui était à la croisée du transept, elle a été abattue en 1797 ou 96, je ne sais plus exactement, pas par des fous furieux révolutionnaires qui voulaient abattre un symbole de la royauté ou autre. Non, c'est parce qu'elle risquait de se casser la figure, parce qu'elle était en tellement mauvais état qu'elle était en train de pencher. Donc on l'a enlevée pour raison de salubrité publique. Donc une cathédrale, pas en bon état, une flèche en moins, les vitraux un peu défoncés. On a échappé quand même au pillage de la toiture en plomb, comme ça a été le cas notamment à Saint-Denis, pour en faire des balles. Oui. Donc la couverture est restée. Et puis, arrive le début du 19e siècle, où on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette carcasse ? Et à la Révolution, on a vendu les biens publics. La cathédrale, elle faisait partie des biens publics, du coup. Qu'est-ce qu'on en fait ? Carrière, pas carrière ? Et puis, ça s'est pas fait, heureusement. Et là-dessus, vous avez Victor Carrière, Hugo. littéralement, l'idée de transformer. Énormément d'églises on finit en carrière de pierre. C'est Paris, hein. Il y avait sur l'île de la Cité, il y avait plein d'églises, mais partout dans Paris, et puis des édifices pas petits, des édifices considérables, qui ont disparu, justement, sur la pioche, non pas des révolutionnaires, mais des promoteurs, qui achetaient et qui démolissaient, qui fournissaient la pierre. C'est comme ça qu'est partie en fumée l'abbaye de Cluny. Elle est partie sous la pioche des démolisseurs. À côté de laquelle on se trouve, d'ailleurs. Non, Cluny, je ne parle pas de cela, mais de l'abbaye de Cluny en Bourgogne, ah oui, qui était la plus grande église de la chrétienté. Donc voilà, tout ça pour des promoteurs. Pour des guerres. Et Notre-Dame a été sauvée justement par Victor Hugo. En plus, c'était l'époque où les gens lisaient, aimaient ce genre de romans. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que Notre-Dame, c'était un monument, mais qu'il était aussi un symbole national. Après la Révolution, on avait besoin de calme, on avait besoin de se retrouver, on est qui ? Bon, c'est la France, oui, quand même, etc. Se reconnaître dans un monument qui était finalement le témoin de notre histoire commune, c'était ça le génie de Notre-Dame, et c'était ça le génie aussi de Victor Hugo. Là-dessus, vous avez Louis-Philippe qui dit, très bien, on va faire un concours et on va restaurer cette cathédrale. Et c'est là qu'il lance le concours, qui est gagné par Jean-Baptiste Lassus et son jeune poulain Viollet-le-Duc en 1840-41, et en 42 on commence les travaux. Là-dessus, quelques années après, Lassus disparaît, laissant seul Viollet-le-Duc, à la fois accablé de tristesse, mais en même temps un petit peu débarrassé de la tutelle, et donc il a pu un peu sans son général, un peu se lâcher, voilà. Voilà. Et c'est comme ça que le livre de Victor Hugo a sauvé la cathédrale. Et aujourd'hui, je discutais avec une amie journaliste, Bernadette Sauvaget, pour pas la nommer, et qui me demandait pourquoi est-ce que Notre-Dame avait autant d'impact lorsqu'elle a brûlé. Et en discutant, elle m'a sorti des arguments que je trouve absolument justes. Elle a dit, mais finalement, Notre-Dame, c'est Victor Hugo, c'est donc la littérature française, bon. C'est ensuite des films. Il y a eu, certes, Gina Lollobrigida et Anthony, je sais plus, Quinn. Mais avant, il y en avait déjà eu un, toujours avec une immense façade de Notre-Dame reconstituée en studio, plus ou moins bien, mais bon. Puis après, vous avez eu Walt Disney. Vous avez eu la comédie musicale, donc vous avez plein de choses. Et finalement, vous avez le cinéma, normal, vous avez des dessins animés, donc tous les publics sont touchés. Et vous avez même aujourd'hui des jeux, vous savez, je suis trop vieux pour vous dire ce que c'est, mais enfin bref, où ils se tirent dessus comme ça, mais dans la cathédrale, et c'est oui, pour tout à fait. C'est un décor pour... J'essaie de me rappeler de ce jeu vidéo, c'est pas Assassin's Creed ou quelque chose comme ça? Ça doit être un truc dans ce genre-là, voilà. Eh bien, vous vous rendez compte que Notre-Dame touche même ceux pour qui on se disait, mais ils vont jamais s'intéresser à ce truc. Eh bien, si. Et quel décor! Et quel décor! Donc, mais est-ce que c'est pas aussi un symbole national quasi laïque? Alors, je m'explique. Évidemment, il rejoint tout le monde. Et quand on a vu la cathédrale s'enflammer, j'ai vu les gens, mais pétris de peine, qu'ils soient croyants ou non.
parce que la cathédrale incarnait quelque chose qui allait au-delà même aujourd'hui de la croyance religieuse. La France a été consacrée à la Vierge par Louis XIII. Ça a été mis en œuvre à l'intérieur de la cathédrale par Louis XIV. Dans le texte qui accompagne ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII, de consacrer la France à la Vierge, il y a marqué qu'il allait refaire un maître-autel dans la cathédrale, et ça devenait la cathédrale de la nation et de l'Église. Il y a déjà, dès cette époque-là, le fait que Notre-Dame était une cathédrale nationale. C'est dans cette cathédrale qu'avaient lieu les Te Deum, c'est dans cette cathédrale qu'avaient lieu certaines cérémonies funèbres, pas évidemment pour les rois, puisque les rois s'étaient réservés à Saint-Denis, mais il y a eu énormément de grandes pompes comme celle-ci. Il y a eu ensuite, plus récemment, le dernier grand événement historique. On a eu Charles de Gaulle qui est rentré dans la cathédrale le 25 août 44. Il est rentré dans la cathédrale, Te Deum, bon, coup de fusil, tout le monde est sorti, mais bon, ça c'est un événement historique. Et encore tout récemment, lors des attentats qui ont frappé Paris, tout le monde naturellement s'est retrouvé dans la cathédrale sous la présidence de Monseigneur André XXIII, alors cardinal de Paris. La statue de la Vierge qui était à droite, derrière il y avait 3 faisceaux lumineux, bleu, blanc, rouge, et l'organiste a improvisé et a fini par une Marseillaise absolument géniale pendant la consécration. Vous avez le mélange quand même du moment le plus éminent de l'Eucharistie avec la Marseillaise dessus. Alors là, si on comprend pas que Notre-Dame, elle est hors tout ça, elle réunit toute la France en fait. Bah là, on n'a pas compris. Et là, je pense que lorsqu'elle a brûlé, c'était cette fois ce lieu qui concerne tout le monde qu'on risquait de voir disparaître. Pendant ces 5 années de construction, est-ce qu'il y a un moment qui vous a ému davantage que d'autres? Moi, j'ai trouvé la reconstruction de la forêt et toute l'histoire de la forêt extraordinaire, peut-être parce que ça part de la nature, de ces grands arbres qu'il a fallu sélectionner, mais il y a quelque chose d'émouvant parce que c'est vivant. C'est vivant, oui. À chaque fois qu'on me demande ça, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi trouver, je sais pas quoi chercher. Tous ces moments, ces grandes étapes sont magnifiques. Elles marquaient à chaque fois le franchissement d'une étape qui nous rapprochait du 8 décembre. Donc à chaque fois, c'était des victoires, c'était en même temps des satisfactions intenses entre les compagnons qui avaient terminé leur travail, moi qui me disais, bon, ça c'est fait, mais en même temps, toujours hyper ému d'un point de vue humain. C'est-à-dire que je retiens beaucoup de ce chantier, pas tellement les exploits techniques, etc., mais beaucoup plus les gens qui l'ont fait. Et ça, c'est un truc que je garderai toute ma vie. Alors, du coup, ça m'inquiète beaucoup parce que quand je serai plus sur ce chantier, je vais me sentir probablement terriblement seul parce que j'ai besoin de voir ces gens-là. J'ai besoin, et je les vois, je suis perclus d'admiration et d'affection. Et donc, à chaque fois, c'était des plaisirs. Je me souviens qu'avec les échafaudeurs, Didier Cuiset notamment, qui était son directeur, qui a conçu l'échafaudage, le premier échafaudage et qui a conçu le grand échafaudage de 100 mètres de haut, lorsqu'on a démonté l'échafaudage calciné et qu'on a enlevé la dernière console, le dernier appui de cet échafaudage, mais vous imaginez pas la joie qu'on a eue, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, et c'est des choses que vous oubliez pas. Et pareil, lorsqu'on a fermé les voûtes, qu'on a posé la dernière pierre, que j'ai fermé la voûte en me disant ça y est, il n'y a plus de trou. C'est vous, la dernière pierre? Non, la dernière pierre, c'est pas moi, mais la première pierre de la première voûte qu'on a posée, oui. C'est-à-dire que la première voûte, c'était la voûte qu'on a reconstruite, c'était la voûte du transept nord. Et c'était la première, et j'ai même posé la dernière, je voulais être seul. Ça n'a pas plu au général, mais parce que peut-être qu'il n'a pas compris que en faisant ça, je me cicatrisais moi-même. Mais ça, après, bon. Vous refermiez les plaies ouvertes en avril 2019. Celle de la cathédrale, c'est aussi moi qui les avais, les plaies. Donc là, maintenant, ça y est, je suis guéri, je peux sortir et gambader, je peux sortir de l'hôpital, comme elle. Oui, parce que vous avez dit aussi, je pense en 2019, je suis dans un état comateux. Je suis dans le coma et j'espère en sortir en 2024.
En sortirez-vous la semaine prochaine? Ça y est, j'en suis sorti, là, regardez. Je pense que vous J'ai n'avez pas pas l'air. encore... Non, je pense que vous n'avez pas encore mesuré Non. l'émotion qui va vous étreindre quand Oui, vous oui, allez je faire pense, ouais. l'inventaire de toutes ces rencontres. Mmh. Oui, Et ça ne non, sera pas la pierre qui va vous émouvoir comme les gens que vous laisserez. non, non. Non, mais c'est sûr, ça, je veux bien vous croire. Là, j'ai très peur d'ailleurs de l'effondrement après. Parce qu'il m'est arrivé quand même des tas de choses dans ma vie, au cours de ces 5 ans, que mon subconscient a consciencieusement enterré, mis sous le boisseau, dans le genre on verra après. Puis c'est du lourd. Donc je sais très bien Hmm. que quand ça va ressortir, ça va me péter à la figure. Donc je suis un peu inquiet de ce qui va m'arriver après, à vrai dire. Est-ce que vous devrez prendre de la distance avec la grande dame pour quelque temps? Bah, je sais pas. Oui, sûrement. De toute façon, j'aurai plus de place parce qu'il y aura tellement de visiteurs que j'arriverai pas à trouver Vous la serez place. jaloux, vous ne l'aurez plus pour vous. Non, enfin, non, non, je serais pas jaloux parce que en fait, j'ai toujours dit que j'avais qu'une hâte, c'était de la rendre au monde. Et là, ça y est. Donc je suis content. Je suis comme si j'avais préparé un repas et on attend les invités, tout est prêt. Et en me disant: «Bon, ça va, il manque pas un verre, une fourchette, là, il manque pas un caillou, un vitrail, tout va bien, une prise de courant», voilà. Vous êtes l'amphitryon parfait. Et je sais pas, mais je suis un peu dans cet état d'esprit et j'espère que je vais voir dans leurs yeux ce que moi j'ai dans les yeux, c'est: «Ah, qu'est-ce que c'est beau!» Et je dis pas: «Ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est moi qui l'ai fait», je dis: «Qu'est-ce qu'elle est belle!» et Mais vous êtes amoureux, hein? ah oui, complètement, oui. Ah oui, non, ça se voit, c'est horrible. Mais Non, ça non, mais se c'est voit, vrai, mais oui. tant mieux. On n'aurait pas voulu confier cette dame à quelqu'un qui ne l'aime pas parfaitement. Oh si, si, on aurait pu. Vous craignez ce moment de silence? Dimanche soir, 8 Heu décembre, dans 9 jours. Ah oui, dans le genre, je sors de scène et je me retrouve seul dans ma loge. Je sais pas où Ouais, vous serez. sûrement, non, non, mais je sais pas, j'en sais rien. Non, mais je crois que je vais être beaucoup entouré, donc je vais pas avoir de moment de mais il y a déjà, cette espèce de décompression, de fatigue, énorme, qui commence à prendre son nez et puis, l'émotion évidemment qu'elle va être énorme. Mais je sais pas, je préfère pas y penser, on verra bien. Mais c'est sûr que, c'est pas tellement l'ouverture du set qui me encore que, mais, c'est surtout vu que je suis un fou d'orgue et de celui de Notre-Dame, quand je vais enfin je l'ai déjà entendu parce que j'ai même tenté de l'essayer, mais on oublie. Il est tellement extraordinaire et en fait, il y a la voix de Notre-Dame et Le son de le Notre-Dame. son est très important. Il y a l'orgue, il y a la maîtrise, il y a tout ça, il y a les cloches et je me suis battu, mais alors vraiment, j'ai abandonné, puis je suis revenu à la charge pour que le bourdon sonne le 8 décembre. C'était pas évident parce que, on a fait des travaux sur le bourdon et il fallait absolument que ce soit fait avant qu'on puisse, mettre en branle le bourdon. Alors, le bourdon, pour les non-initiés, Alors le bourdon, c'est la plus grosse cloche de Notre-Dame qui date de Louis XIV, donc de 1690, quelque chose comme ça, et qui a son son et distinct. qui a un son, c'est un fa dièse profond extraordinaire, et qui a échappé aux révolutions, parce que trop gros, on ne savait pas comment le descendre, et qui est toujours là, et qui a sonné à tous les grands moments de l'histoire de la France. Les obsèques de Gaulle, de Pompidou, la Libération, lors la mort de Jacques Chirac. On était en plein travaux, on était avec une corde en train de tirer le battant pour que ça frappe. On était sourdingue en sortant, mais bon, on l'a fait plusieurs fois. On l'a fait notamment pour, ça paraît dérisoire aujourd'hui, 7 minutes pour les 7 premiers jours de la guerre d'Ukraine. Et toutes les cathédrales d'Europe, du nord jusqu'au sud, s'étaient donné le mot, via les architectes responsables de toutes ces cathédrales, de faire sonner les cloches à midi, 7 minutes. J'ai insisté auprès du clergé pour qu'on le fasse, pour qu'on soit pas la seule cathédrale de France qui avait certes un petit peu les quatre fers en l'air, mais j'avais dit, vous savez, Notre-Dame de Paris, elle est en ce moment en mauvais état,
peut-être que la cathédrale de Kiev sera dans un pire état que le nôtre. Nous, on peut encore le faire sonner, donc il faut qu'on le fasse sonner. Et là, j'ai convaincu le Solidarité recteur de oblige. l'époque et on a fait sonner. Et là, on n'aurait pas compris que le bourdon ne sonne pas pour le plus beau jour de l'histoire de cette cathédrale. Je veux dire, le sacre de Napoléon, oui, d'accord, mais ça concerne pas la cathédrale, ça concerne l'histoire. Là, ça concerne la cathédrale, son histoire et notre histoire. Donc il fallait que le bourdon sonne, et il va sonner. Ça sera une journée pleine d'émotions pour vous. Oui, ah oui, oui, ça va être... vivement qu'on y soit, quoi, parce que... Ben, on y est presque. Ben oui. Philippe Villeneuve, ça a été un plaisir de partager cette histoire, mais aussi les émotions qui vous traversent, parce qu'il y en a. Vous les affichez, et c'est bon, très bien. Je regardais derrière. Non, je vous assure, votre visage en témoigne, vos yeux à l'occasion aussi, de ce que peut-être il y aura un postpartum. Ah oui, oui, mais... Ah, oui. Et j'insiste, moi je pense que ça sera les hommes et les femmes qui ont lutté avec vous qui vous manqueront. Ah Et oui. leur excellence. Oui, 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 c'est absolument vrai. Merci beaucoup Philippe Villeneuve. Ben, c'est moi qui vous permet... Ça m'a Qui permis vous- d'avoir beaucoup de plaisir à votre qui vous remercie compagnie. de m'avoir permis de faire une psychanalyse comme ça. Légèrement. J'espère que ça vous a plu à la maison. Je vous rappelle que Jeanne Croteau est à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Très bientôt, Philippe. Je vous dis simplement belle suite après que Merci. vous ayez laissé derrière vous votre vieille et belle dame. Merci. Mais vous serez toujours à ses côtés. Toujours. À bientôt.